Bonjour et bienvenue dans le face-à-face avec nos deux débatteurs, David Revaud-Dallon du Monde et Bruno Jeudi du Journal du Dimanche. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, un week-end à marquer d'une pierre noire pour la droite, l'UMP outragée, l'UMP martyrisée, mais l'UMP toujours désemparée et sans chef. Copé et Fillon, les deux duellistes, revendiquent la victoire avec des batailles de chiffres et des accusations de fraude. Une situation inédite. Alors messieurs, le grand perdant, ce n'est ni Copé, ce n'est ni Fillon, c'est l'UMP. Vous avez raison de filer la métaphore gaulliste parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même, c'est quand même un peu la chienlit dans ce parti qui est historiquement affilié au parti gaulliste. Et je vous rappelle l'UMP qui fête ses 10 ans quasiment ce mois-ci et qui se trouve aujourd'hui dans une situation absolument cauchemardesque parce que c'est un cauchemar pour la droite française qui devait réussir son opération démocratique, qui la rate, qui n'a pas de chef ce matin et qui n'en aura peut-être pas d'ici 2 jours. En Floride, ils avaient mis 48 heures pour trouver un président. La COCOE, là, puisque c'est le sigle de la journée, commission d'opération, de contrôle des opérations électorales, je ne suis pas certain qu'elle parvienne à départager les deux. David, peut-être par rapport au Parti Socialiste que vous connaissez bien, que vous couvrez, c'est vrai que la droite s'était beaucoup moquée des primaires, s'était moquée du congrès de Reims avant le congrès de Rennes. Dans le fond, c'est pas mieux. La démocratie interne au sein de l'UMP, ils sont pas prêts. C'est pas mieux. Je dirais que c'est même pire. C'est-à-dire qu'il se déroulent exactement les mêmes dérapages, avec des listes d'émargement qui correspondent pas au nombre de votes, avec des accusations de fraude réciproques, avec des centaines de bulletins qui se baladent à droite et à gauche, des lieutenants qui se déchirent et qui s'accusent de fraude. Mais ce qu'il y a de pire, c'est que par rapport au congrès de Reims en 2008, tout ça s'est déroulé sous l'œil des caméras des chaînes d'infos en continu, ce qui n'était pas le cas à Reims. Souvenez-vous, tout ça s'était quand même déroulé en coulisses avant que les dirigeants s'invectivent et se menacent d'aller au tribunal. La grande différence, David, c'est que les deux candidats hier soir ont revendiqué la victoire. C'est vrai. Ce qui n'avait pas été le cas de Ségolène Royal et de Martine Aubry le soir même dans la nuit de cette fameuse nuit. Avant l'annonce des résultats, effectivement, avant même l'annonce des résultats, les deux se sont déclarés vainqueurs, ce qui pose évidemment un petit côté putsch, quoi. Ce qui donne un climat épouvantable. Oui, alors, je mettrai quand même un petit bémol. Je rappelle que Reims, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était fin 2008, début 2009, et que 3 ans après, un petit peu plus de 3 ans, les socialistes sont tout de même au pouvoir. Donc rien n'est tout à fait. Mais la droite, elle a vécu beaucoup de vicissitudes, elle s'en remettra aussi. Mais c'est vrai. Il y a un risque d'implosion. Et Alain Juppé dit l'existence même de l'UMP est en cause. Alain Juppé a raison de le dire. Il le dit d'autant plus qu'il est le fondateur de l'UMP et qu'il se place déjà comme un recours possible, une sorte de président d'une Deus ex machina. Voilà, une sorte de gouvernement provisoire du parti, le temps qu'il a évoqué une possible deuxième vote. Bon, non, la droite s'en remettra. Je crois pas à l'éclatement parce que de toute façon tout le monde a intérêt à rester dans la même famille. Il faut reconnaître que déjà cette famille, elle est déjà quand même c'est une UMP rétrécie. Il faut pas oublier que Jean-Louis Borloo a quitté l'UMP pour créer l'UDI, une sorte de nouveau parti centriste, élargi à déjà quelques personnalités du centre venues de l'UMP. Donc c'est quand même déjà une famille fragilisée qui évidemment aujourd'hui vit 10 ans après sa fondation une de ses plus graves crises, sachant que au-delà des tempéraments, c'est aussi deux lignes politiques qui apparaissent aujourd'hui s'entrechoquer, une ligne plutôt décomplexée, la fameuse... Oui, mais 2 lignes qui ont eu du succès puisque c'est très serré. Oui, du succès sans doute un peu plus pour Jean-François Copé, puisque Jean-François Copé, il était plutôt donné perdant par les sondages dont on a beaucoup parlé. Il était aussi donné en retard, et du coup, lui, il arrive presque à faire 50 sur cette ligne de droite décomplexée, en gros d'une droite plus radicalisée, face à François Fillon qui était le favori, et qui doit se contenter, lui, d'un 50, alors qu'il était sur une droite rassemblée, une droite plus sociale, une droite gaulliste à l'ancienne, et ça n'a pas plus au-delà de 50, parce qu'à l'arrivée, c'est 50-50, c'est 2 blocs, c'est le scénario le plus difficile pour eux. Justement, sur le risque d'implosion, moi je suis beaucoup plus pessimiste que Bruno. Alors il n'est pas absolument certain, évidemment, que l'UMP éclate, mais tout ceci se déroule quand même sur fond de tendances centrifuges. Souvenez-vous, on vient d'avoir quand même le lancement du mouvement centriste de Borloo. On a Marine Le Pen qui poursuit son offensive. Et ces deux lignes-là, si elles représentent 50% du parti, un peu plus, un peu moins, on le saura dans les prochaines heures, c'est bien qu'il y a une profonde division, un profond clivage idéologique qui est un petit peu factice, j'en conviens, Bruno, puisque on sait que au fond, Copé et Fillon ne sont fondamentalement pas très opposés idéologiquement, mais la campagne a fait que on a eu 2 lignes très structurées, l'une plus gaulliste, sociale, l'autre beaucoup plus libérale et encline
je dirais, à les chasser sur les terres du Front National avec moins de complexe, cette ligne décomplexée que vous évoquez. Et donc, on aura quand même, dans les semaines, dans les mois à venir, je trouve, une tendance à la dispersion et à la réorganisation totale de la droite, puisque, on l'avait vu au moment du congrès de Reims, ceci s'était accompagné de débats sur les alliances. Souvenez-vous, conserver l'alliance à gauche, pour le Parti socialiste, se tourner vers le centre, eh bien, il va avoir exactement le même problème, puisque les questions de personnes, eh bien, peinent à camoufler toujours des évolutions idéologiques et programmatiques dans les partis. Alors Bruno, s'il y a un gagnant qui sort dans quelques jours, il aura une légitimité fragile, difficile. Est-ce qu'il pourra gouverner l'UMP? Vous avez raison de dire s'il y a un gagnant, parce que c'est pas certain au moment où nous parlons, parce qu'on voit bien que la Commission va avoir bien des difficultés à donner un nom. On verra dans les prochaines heures. Évidemment que sa légitimité sera très fragile. On voit déjà Alain Juppé chaperonner cet éventuel nouveau président fragilisé par une élection à 50,0 et quelques. Le grand gagnant aujourd'hui, à mon sens, c'est François Hollande. François Hollande qui traverse un début de mandat difficile, avec des sondages où il est très impopulaire. Il a pris des mesures qui n'étaient pas exactement celles de son programme. Il a les Verts qui commencent à coincer, le Front de gauche qui est déjà parti. Et là, il se retrouve avec une droite sans chef, une situation qui permet pour lui de trouver un peu de répit sur ce front-là, parce que les fronts se multiplient pour le président. Qu'est-ce qu'ils disent à gauche bien sûr, divine surprise pour Hollande et pour l'exécutif. Je rappelle déjà que le congrès de Reims avait déjà été une divine surprise, qui rejoint aussi votre question présente, sur la question de la légitimité, c'est-à-dire que Martine Aubry et Ségolène Royal, qui étaient censés être les deux figures de proue du Parti socialiste, c'était totalement neutralisée et elle arrivait délégitimée dans ce processus de vote vicié par les fraudes, par les accusations, etc. Donc c'était à la sortie du congrès de Reims, finalement, le grand gagnant, c'était déjà François Hollande, puisqu'il voyait ses deux principales concurrentes de fait vouer à un avenir politique compliqué. Là, rebelote. À l'arrivée, d'ailleurs, aucune des deux n'a pu se présenter à la présidentielle. À l'arrivée, aucune des deux n'a pu se présenter. Les deux se sont fait battre aux primaires dans des proportions différentes. Ouais. Mais aujourd'hui, voilà, les deux principaux leaders potentiels de la droite, ceux qui auraient pu vraiment faire de l'ombre à François Hollande, devenir ses concurrents au fil des années pour finalement concourir contre lui à la présidentielle de 2017, eh bien évidemment, ceux-ci se voient leur capital politique très amputé. C'est quand même très violent. C'est quand même très violent ce qui se passe entre les deux camps, là, avec des lieutenants qui se disent des choses... incroyable. Il fallait voir Debré sortir devant les caméras des chaînes d'infos en continu pendant un quart d'heure pour accuser les irrégularités, les fraudes, pointer directement le camp adverse. Nadine Morano, on les voit là se succéder devant les caméras. Alors c'est comme dans la vie, la permanence des choses, tout change, tout bouge, tout s'inverse. Est-ce que dans le fond, aujourd'hui, l'UMP est en train de devenir ce qu'a été le Parti socialiste à une époque? C'est-à-dire qu'il va y avoir des motions, il va y avoir des courants, et le PS est devenu un parti un peu de godillot qui suit tout droit clairement, le modèle socialiste s'est imposé à la droite. C'est-à-dire que vous avez raison, vous parlez des motions qui sont les courants au PS, qui s'imposent. Alors pour l'instant, elles n'ont pas encore l'importance, elles ne structurent pas totalement la vie politique à droite, mais on le voit qu'elles s'installent. Donc c'est un début d'imitation, et puis ce principe du vote en interne qui s'impose aussi à droite. Faut jamais oublier que la droite bonapartiste n'élisait pas ses chefs. Le chef s'imposait par le haut, par la force entre guillemets, et ensuite il régnait. C'était le cas avec Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy. À la différence près, Rosine, que je pense que le PS a pu vivre sans chef pendant 10 ans, quasiment, sans vraiment chef incontesté, alors que la droite ne pourra pas vivre sans chef incontesté. Donc, à un moment ou à un autre, soit ce sera la balkanisation et chacun, moi je le crois pas, mais chacun voudra diriger sa petite chapelle, ou alors, à un moment, il y aura un chef par intérim, Alain Juppé ou un autre, qui sera le chef. Mais la droite ne peut pas vivre sans chef, contrairement à la gauche, qui a pu survivre pendant 10 ans sans chef avec un petit bémol. Le PS a vécu sans chef, certes, depuis le 21 avril 2002, mais a passé 10 ans où à le chercher.
à s'en chercher un, et parfois dans des conditions, je dirais, presque de guérilla interne, presque de guerre civile, de la même nature. Mais le système des courants fait qu'ils peuvent vivre sans chef. C'est vrai, mais les courants sont devenus progressivement moins des agrégats idéologiques très constitués avec des programmes, des positions bien précises, que des écuries pures et simples sur le modèle des clubs historiques de la droite. Mais je crois qu'il y a quand même un dernier élément à ajouter à l'analyse, c'est-à-dire qu'on a quand même des affaires de cycle là-dedans. C'est-à-dire que le PS aujourd'hui est au pouvoir, donc forcément le Parti socialiste sera davantage un parti godillot destiné à suivre, à approuver, à encenser les décisions du gouvernement. Et puis dans l'opposition, forcément, surtout. Alors il y a un débat. Est-ce que ça va servir outre François Hollande? Est-ce que ça va servir Nicolas Sarkozy? C'est la question que j'allais vous poser. Il y a un grand perdant, c'est l'UMP. Est-ce que le grand gagnant, c'est pas effectivement Nicolas Sarkozy? On a quand même assisté à une campagne où l'ombre portée de Nicolas Sarkozy, je veux dire, a empêtré, empêché, guidé les prises de position et les propositions des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de références plus ou moins officielles, plus ou moins explicites à l'ancien président. C'est-à-dire que dans le contexte actuel, on peut quand même se dire que ni l'un ni l'autre ne s'étant imposé, eh bien, c'est le troisième larron qui marque des points dans l'affaire. La droite est orpheline de Nicolas Sarkozy. Elle l'était avant cette élection. Elle l'est évidemment au lendemain. Encore plus au lendemain. Il est évident que Nicolas Sarkozy reste le plus populaire parmi les adhérents, les militants. Au niveau des sympathisants, c'est un peu à touche-touche avec François Fillon. Il est évident que Nicolas Sarkozy reste quand même le fantôme voilà, la droite n'a pas tiré un trait sur Nicolas Sarkozy comme on aurait pu le croire. Il reste omniprésent. Maintenant, est-ce que c'est le grand gagnant? Je n'en sais rien parce que Nicolas Sarkozy, pour l'instant, il est un peu passé à autre chose. Il reste discret. Qu'il ait envie de revenir, c'est possible. Qu'il puisse revenir, lui aussi, ça dépendra de ce qui se passera à gauche. Il faudrait voilà ce qui se passera à gauche. Il faudra voir s'il est en position dans l'opinion d'avoir redressé son image. Et puis à droite, bon là pour le coup à droite ça se dégage un peu pour lui. Peut-être un dernier mot sur quand même Jean-François Copé. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, une sorte de putsch ou de poupouche comme aurait dit Jean-Marie Le Pen quand il parlait de Bruno Maigret, quand il annonce lui-même sa victoire en grillant dans le fond Patrice Gélard, l'annonce officielle de la commission électorale. C'est un peu le 18 Brumaire de toute proportion gardée de Jean-François Copé. Ah oui, forcément. Mais je rappelle quand même que si on revient encore une fois au Congrès de Reims, il y a une capacité importante dans la suite d'un vote qui est contesté, c'est celle de prendre le pouvoir, de s'emparer du pouvoir. Or, c'était Martine Aubry qui avait été bien plus efficace à l'époque. Si Jean-François Copé arrive à ses fins de ce point de vue-là, c'est aussi, d'abord, il aura la main sur l'appareil, et puis c'est aussi une capacité à se sortir d'un sac de nœuds, certes par un coup de force, mais en mettant la main sur ce qui est important, c'est-à-dire la direction du parti. Ce qui est certain, on ne va pas refaire l'élection, ce qui est certain, c'est que je pense quand même, bon, évidemment, Jean-François Copé avance, c'est tout à fait dans son style, un style comme ça, d'aller de l'avant. Je pense quand même que dans l'écriture de toute cette campagne, à mon avis, à un moment, Jean-François Copé a dit, je ne quitte pas le poste de secrétaire général. En ne quittant pas le poste de secrétaire général, en annonçant comme ça hier soir depuis le parti, qu'il le veuille ou non, il abîme quand même son image. Alors peut-être qu'il sera désigné plus que François Fillon. Mais François Fillon, lui, François Fillon, il a perdu au sens où il devait faire beaucoup plus et il n'a fait que 50. Jean-François Copé, quelque part, le fait de ne pas gagner est déjà le fait que Jean-François Copé soit 50, c'est déjà presque une forme de victoire. Maintenant, est-ce qu'il devait aller jusqu'à annoncer lui-même sa victoire? En plus, avec ce soupçon qu'il est l'organisateur entre guillemets un peu de cette élection, il aurait pu s'épargner cette. Alors un jour, Nicolas Sarkozy lui avait donné ce conseil: en politique, il ne faut rien demander, il faut prendre. Donc visiblement, il a suivi le conseil de l'ancien président. Le conseil de Nicolas Sarkozy, il a pris. Oui, il a pris, mais c'est un peu aussi. Puis c'est dans les gènes un peu des formations gaullistes. On s'impose toujours quelque part un peu par la force. Et là, au fond, on a tenté une démocratisation. On a essayé de passer par la voie démocratique. On voit que l'UMP est dans un apprentissage assez douloureux. Il leur manquait sans doute que sais-je pour organiser ça correctement. Et puis ça se termine, je dirais, à l'ancienne, avec un moment. Il y en a un qui prend le pouvoir. On va leur envoyer des que sais-je et des fiches techniques sur la démocratie interne. Merci en tout cas tous les deux et on se retrouve très vite sur France 24. À bientôt. Merci.